Parlons d'une opportunité d'optimisation fiscale, absolument énorme pour les couples investisseurs en Israël, surtout quand l'un des conjoints bénéficie d'une exonération fiscale liée à un handicap. C'est le genre d'astuce qui peut vraiment changer la donne. Mais attention, il y a un grand mais. Dans ce décryptage, on va voir ensemble qu'une stratégie qui a l'air parfaite sur le papier peut en fait s'effondrer complètement. Et tout ça à cause d'un tout petit détail que presque tout le monde oublie. Une mine d'or ou un piège? En fait, c'est un peu les deux. On ne parle pas de petites économies là, on parle de centaines de milliers de shekels potentiels chaque année. C'est une vraie mine d'or. Le problème, c'est que sans même s'en rendre compte, de nombreux couples foncent tête baissée dans un véritable piège juridique. Et ce n'est pas une théorie, non. Une décision de justice toute récente a mis en lumière l'erreur fatale. Une erreur qui peut coûter très très cher. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Pour bien comprendre comment on peut sécuriser cet avantage fiscal, il y a un truc essentiel à maîtriser. C'est une distinction fondamentale que fait la loi. Et franchement, c'est la clé de toute la stratégie. Voilà, c'est ça le cœur du réacteur. Le fisc fait une distinction hyper importante entre les revenus dits passifs et ceux qui viennent d'un effort personnel. Et attention, ce n'est pas juste du jargon d'avocat, il y a une vraie philosophie sociale derrière ça. L'idée, c'est d'encourager les personnes en situation de handicap à s'impliquer activement dans l'économie. Du coup, l'État récompense massivement, mais alors vraiment massivement, l'effort, le travail, l'implication directe. Et c'est ce principe qui guide toutes les décisions du fisc. Bon, alors concrètement, ça veut dire quoi? C'est assez simple. D'un côté, on a les revenus passifs. Imaginez, le loyer d'un seul appart, des dividendes. C'est l'argent qui rentre un peu tout seul, sans qu'on ait besoin de s'en occuper tous les jours. Et par défaut, c'est là que le fisc classe les revenus locatifs. De l'autre côté, on a les revenus d'un effort personnel. Là, c'est le fruit d'un vrai travail, d'une activité commerciale, bref, c'est quand on est vraiment aux manettes. Alors, accrochez-vous. Pour les revenus passifs, le plafond d'exonération pour l'année 2025 est très bas, environ 82 000 shekels. Pour un investisseur immobilier, soyons clairs, c'est extrêmement limité. Et maintenant, regardez la différence. Pour les revenus qui viennent d'un effort personnel, ce même plafond explose et peut monter jusqu'à 684 000 shekels. Oui, la différence est juste colossale. Là, on voit tout de suite où est l'enjeu financier. Donc voilà le but du jeu, le saint Graal si on veut. Toute la stratégie fiscale, c'est de réussir à faire passer, légalement bien sûr, les revenus locatifs de la petite case passive à la grande case effort personnel. Et ça, c'est pour débloquer cet énorme potentiel d'exonération. Ok, mais comment on fait concrètement? Il ne suffit pas de le dire, il faut le prouver. Voyons un peu comment on construit un dossier en béton armé qui transforme une simple gestion immobilière en une véritable activité commerciale aux yeux du fisc. Le fisc et les tribunaux regardent plusieurs critères. Évidemment, gérer 10 appartements, ce n'est pas la même chose qu'en gérer un seul. Si on fait du marketing actif, qu'on négocie les contrats, qu'on supervise la maintenance, qu'on a tout un système avec des comptables, des avocats, tout ça, ça démontre une expertise et une implication qui ressemblent beaucoup plus à une entreprise qu'à un simple placement. La structure gagnante, elle repose sur 3 piliers. D'abord, prouver que c'est bien une activité commerciale, on vient de le voir. Ensuite, il faut utiliser un outil légal appelé le calcul unifié. Ça permet d'attribuer tous les revenus au conjoint handicapé qui devient le déclarant principal. Et enfin, l'étape la plus critique de toutes, il faut prouver que c'est bien ce conjoint-là qui est le vrai moteur de l'activité. Et là, ça veut dire qu'il faut garder des preuves de tout. Les emails, les notes de travail, les témoignages, tout compte. Mais même avec cette stratégie parfaitement en place, tout peut s'effondrer. On va maintenant s'intéresser à l'histoire du couple Weiss. C'est une mise en garde capitale pour tous les investisseurs. Alors ce fameux couple Weiss, ils avaient tout fait comme il faut. Vraiment. Ils géraient plein d'appartements, c'était clairement une activité commerciale, l'implication personnelle était prouvée, bref, sur le papier, leur dossier était blindé. Et pourtant, le tribunal leur a donné tort. Alors la question c'est, pourquoi? Qu'est-ce qui a cloché? Eh bien la réponse n'est pas dans le présent, elle est dans leur passé fiscal. La source de tous leurs ennuis, c'est ce document, un Eskom Shuma. C'est un accord qu'on signe avec le fisc pour clore un débat sur des impôts passés. C'est assez courant. Le piège, c'est qu'il peut contenir des petites clauses qui vous engagent non seulement pour le passé, mais aussi pour l'avenir. Et là, c'est le coup de massue. La conclusion du tribunal est sans appel. Le juge a été très clair. Peu importe que la situation actuelle du couple corresponde à une activité commerciale, l'accord qu'ils avaient signé des années auparavant, qui classait leurs revenus différemment, eh bien cet accord avait la priorité. Il était juridiquement contraignant. Point final. Et c'est ça la leçon la plus importante de toute cette histoire. Une seule signature, apposée sur un papier qui semble être juste une formalité pour régler le passé, a tout simplement fait exploser en vol toute leur stratégie fiscale présente et future. En gros, ils ont gagné la bataille de la logique économique, mais ils ont perdu la guerre à cause de leur historique juridique.
Alors, comment on fait pour éviter de tomber dans ce même piège? Passons à un plan d'action concret pour sécuriser son exonération et protéger son avenir financier. Voici 4 étapes essentielles, une sorte de checklist. 1. On fait l'archéologue. On plonge dans son passé fiscal et on retrouve tous les accords signés avec le fisc pour les analyser à la loupe. 2. On se met en mode collectionneur de preuves. On documente tout, méthodiquement, ce qui prouve la gestion active. Et on commence aujourd'hui. 3. On se pose la question de la structure. Est-ce que détenir les biens en nom propre, c'est toujours la meilleure idée? Faut y réfléchir. Et 4. Le plus important de tous, on ne signe jamais, mais alors au grand jamais, un accord avec le fisc sans l'avoir fait relire par un expert. C'est non négociable. En matière de fiscalité, la réponse est malheureusement souvent oui. L'histoire du couple Weiss nous le rappelle de manière assez brutale. La vraie question au final, ce n'est pas de savoir si le passé a de l'importance, mais plutôt de se demander comment on s'assure que le passé ne vienne pas torpiller l'avenir. Et là-dessus, une chose est sûre. Être proactif et bien conseillé, c'est le meilleur des investissements.